chaque seconde qui passe ne peut pas se rembobiner. Et donc, qu'est-ce que je veux faire de mon temps là, maintenant, tout de suite? Vous nous regardez, qu'est-ce que vous voulez faire entre maintenant et le jour où vous ferez... Bienvenue dans Route, le podcast qui démystifie le succès. Emmanuel Charles, tu as passé ta vie à travailler sur la chaleur. Tu n'as pas commencé sur scène, un micro à la main, à parler d'émotions, de management, de communication relationnelle. Pendant 27 ans, tu étais chauffagiste. Du concret, du dur. Et puis un jour, tu as pris un virage que peu de gens osent prendre. Quitter les chaudières pour t'attaquer à quelque chose de plus instable encore, la pression dans les relations humaines. Aujourd'hui, tu es conférencier, formateur, spécialiste de la communication interpersonnelle. Et puis surtout, tu es l'inventeur d'un outil, le justomètre. Tu en as ramené plein dans tous les... Voilà, on en a partout. Donc si vous voulez des justomètres, on vous les enverra. Voilà. On en a un nombre conséquent. C'est un objet simple, visuel, presque enfantin, qui ressemble à un rapporteur d'écolier, sauf qu'au lieu de mesurer des angles, il sert à mesurer ce que l'on ressent. Tu nous en diras plus dans quelques instants. Tout à fait. Ce qui me frappe chez toi, c'est que là où les consultants, les experts ont tendance à compliquer les sujets pour valoriser ce qu'ils savent, et je suis consultant, donc je parle en connaissance de cause, toi tu le simplifies à l'extrême. Tu utilises un ton décalé, je crois que vous le verrez dans l'émission, et tu nous parleras de cette clé, comment elle t'aide contre la morosité pour apporter moins de conflits et plus de coopération, puisque tu t'occupes des médiations difficiles dans les entreprises notamment. Alors quand on change de vie aussi franchement, qu'est-ce qu'on découvre sur soi? Comment est-ce qu'on parle d'intelligence relationnelle quand on est dans un conflit avec des syndicats? Et finalement, pourquoi on passe de chauffer des maisons à chauffer des liens? Emmanuel Charles, bienvenue dans Route. Merci, avec grand plaisir. Merci à ceux qui nous regardent en direct ou en décalé, ou le soir chez eux, tranquillement. Me vient une petite blague tout à l'heure quand tu as parlé de communication relationnelle. Je pense qu'en fait, moi, je suis tombé dedans étant petit. Alors, j'ai pas le volume d'Obélix, mais ça peut y ressembler. Ma grand-mère était très douée pour ça. Et ma mère était extrêmement douée aussi. Et je pense que, par atavisme, on est plutôt orienté solution chez nous. Profitons de la vie. Plutôt que de passer notre temps à ressasser, qui, je le répète, est toujours le palindrome le plus long des verbes français, et que c'est pas bon de le lire dans les deux sens tout le temps. C'est pas une bonne idée du tout. C'est pas du tout ça. Comment on devient conférencier, formateur en communication relationnelle quand on était chauffagiste? Je vais utiliser une de mes clientes, Corinne, que j'avais dans le chauffage, et que des années après, j'ai eu en formation en communication relationnelle dans un EHPAD, et qui, à la fin des 3 jours de formation, a dit à tout le monde, eh bien Emmanuel, c'est le même chauffagiste qu'avant. Je pense que j'ai changé de métier, j'ai pas changé de ce que je faisais, j'ai toujours été attentif aux autres. Ce qui a fait la rupture, c'est physique, 43 ans, de se dire, tiens, combien de temps je vais faire encore la portée des chaudières, l'outillage, voilà, et j'avais fait le tour de mon travail. Et un de mes clients, puisqu'il faut rentrer des fois dans le dur, m'a fait une invitation fabuleuse. Il m'a dit, écoute, comme toi et moi, on a eu la chance d'avoir des parents alcooliques, je t'invite à une formation sur les addictions. Bon, je trouvais que le cadeau n'était pas... Bon. Tous ceux qui sont arrivés le matin, comme moi je connaissais les lieux, j'ai fait le café et le chocolat, ils croyaient que je travaillais là. Ils étaient tous addictologues, directeurs de clinique d'addictologie, DRH ou autre chose. Et moi je finissais par me dire, mais qu'est-ce que je vais faire au milieu de eux, quoi. Puis quand ils se sont présentés, ben, ça ressemblait à des généraux russes avec les médailles partout. Et moi, à la fin, j'ai rien dit. Je suis plutôt à l'aise d'habitude, mais là, je me suis quand même laissé aller à penser qu'il fallait être silencieux. Et le formateur m'a regardé avec un petit sourire et m'a dit, mais tu ne t'es pas présenté? Et j'ai dit, bonjour, je suis le chauffagiste de Philippe. Voilà, le petit moment de solitude personnelle qui n'a pas duré longtemps, mais bon. Premier jour, il nous a montré ce qu'il faisait. Le deuxième jour, on devait animer devant les autres une partie des slides. Bon, le soir, j'ai bûché, et le lendemain, j'ai vu tous ceux qui passaient regarder par terre, se gratter, avoir plein de paternes, la bouche sèche, enfin bref. Je me suis dit, oh, c'est moins grave qu'une réunion de chantier où tout le monde s'engueule. T'es debout, t'es au sec, il n'y a que toi qui parles. Le risque, il est quand même pas... voilà. Et ça s'est extrêmement bien passé, et j'ai enclenché un parcours de formation chez eux de 3 ans en communication relationnelle. Départ en PNL, j'ai glissé vite fait en communication non violente. Je trouve que c'est comme ça, c'est plus efficient, c'est plus efficace dans le quotidien des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit vif, rapide et applicable. Tu vas utiliser le justomètre aujourd'hui, vous allez le découvrir.
vous serez capable, à la fin de l'interview, d'en parler et d'expliquer comment ça fonctionne. C'est toujours cet objectif-là. Tu disais tout à l'heure, ma fille a beaucoup d'humour, elle dit mon père c'est une bête, il a fait breveter le demi-cercle. Vive les enfants. Et une dame un jour à un congrès à Bordeaux me dit mais c'est simpliste, mais c'est vraiment super. Hein. Et là elle est embêtée de me dire je suis vraiment désolé. Mon épouse qui est derrière rigole et je lui dis mais madame, moi mon cerveau ne me permet pas d'inventer un truc compliqué. Ouais, je sais inventer ça. Et il est né, il a mis un certain temps à germer, il est venu petit à petit. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à... Donc, tu disais que tu avais peut-être plus l'envie de faire du chauffage, enfin, chauffagiste, ok. Mais du coup, parmi toutes les options, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Tu penses qu'il y avait quelque chose qui... Ouais, c'est mon fameux client, le fameux Philippe le traître, là, qui m'a invité à cette formation, qui, quand j'ai commencé à me former chez lui, m'a dit, écoute, je pense que tu serais bien plus efficient à être formateur en communication relationnelle qu'en chauffagiste. Et il avait ajouté, bon, je pourrais peut-être plus jouer aux dames et aux échecs avec mon chauffagiste, mais je pense que tu serais mieux dans ce domaine-là. Et en fait, ça démarre comme ça, et la vie, souvent, il y a des aiguillages. Je suis pas sûr qu'on soit toujours responsable de la façon dont on s'aiguille. Un an ou deux après le début de la formation, j'étais un peu schizo puisque je faisais du lundi au jeudi chauffagiste et vendredi, samedi, dimanche matin formation. Je ne savais pas toujours quelle tenue je devais mettre et j'ai eu une médiation lourde à faire. Donc c'est quelqu'un qui avait craché sur un de ses collègues en réunion. La consultante qui intervenait, elle a lâché l'affaire et ils ont fini par me contacter en étant vraiment coincés. Il fallait quelqu'un qui intervienne. Donc je suis arrivé à 8h30, à 9h moins 20, l'équipe était morte de rire. D'accord. Parce que j'ai plutôt le côté à l'emporte-pièce, et puis voilà, allons-y franco, et puis on met les choses sur la table, puis après on discute. Et là, c'est quoi? C'est de la communication non violente, plus de l'humour? Ouais, j'ai un petit côté Jean-Paul Belmondo, un côté tac badaboum à l'emporte-pièce, où je vais souvent faire du contre-pied, on va s'en apercevoir, qui n'est pas pour objectif d'embêter les gens, c'est pour que la pulpe se secoue. Et que les gens qui aujourd'hui, par exemple, disent « Oh, les carburants, c'est inadmissible », je rappelle que les maisons ont pris 80% en 20 ans. J'ai jamais vu quelqu'un dans la rue avec un panneau comme quoi l'immobilier était trop cher. Donc à un moment, c'est comment on est sérieux dans ce qu'on pense, ce qu'on vit. Et puis pour appuyer un peu plus ta question, pourquoi le changement? Je pense qu'à 43 ans, j'avais fait le tour de mon métier. Voilà, ça correspondait à, tiens, est-ce que je pourrais pas faire autre chose? Et puis tout le monde appelle ça, ouais, le démon de midi, les 50 ans, tu sais plus quoi faire de ta vie. Moi, je vois ça plutôt comme chaque seconde qui passe ne peut pas se rembobiner. Et donc, qu'est-ce que je veux faire de mon temps là, maintenant, tout de suite? Vous nous regardez, qu'est-ce que vous voulez faire entre maintenant et le jour où vous ferez puisque malheureusement, c'est comme ça que ça va se terminer pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce laps de temps-là? Et je ne sais pas, moi, si je serai là dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, je peux me dire, je ferai ça quand je serai en retraite. Ça me paraît risqué. J'ai des étudiants, il n'y a pas longtemps, qui m'ont dit 3 choses sur lesquelles on aimerait travailler en fac, en licence. Le stress, le travail, la retraite. Je trouvais qu'à 23 ans, c'était assez particulier comme question, mais pourquoi pas, c'est de leur époque. Je leur ai expliqué que le stress, on allait bosser dessus, donc voilà. Le travail, j'ai fait une lapalissade. Les bons en ont, les mauvais en cherchent. Mais ils verront que ça se vérifie quand même un peu. Et puis pour la retraite, je leur ai rappelé qu'ils étaient 50 et que 5 d'entre eux n'arriveront pas à 50 ans. Et comme ils ne comprenaient pas, je leur expliquais que 5 d'entre eux décéderaient avant 50 ans. Et donc se demander ce qu'ils allaient peut-être toucher à 80 ans me paraissait assez lointain dans le temps de vie. Ça les a pas, ici et maintenant ça les a pas fait rire. Alors ça ne veut pas dire non plus fumer tout ce qu'on veut, prendre de la coke, rouler bourré et tout, mais d'essayer quand même dans son quotidien. Voilà, je vais te donner 2-3 petits trucs qu'on peut faire, qu'on va pouvoir enregistrer, qu'ils vont pouvoir réutiliser, de comment on va chercher une pression artérielle qui est assez stable, et que si les choses nous fatiguent, on en devient acteur et on trouve une solution. Mais si c'est pour le ressasser toute la journée, ça va pas. Fait chier, il pleut. Ouais, super. Ça, je peux pas y faire grand-chose. Donc, ou j'ai un parapluie, ou tant pis, quoi. Mais je peux pas passer ma journée à faire ça. Puis en plus, je trouve que c'est vraiment utiliser son temps de vie à très mauvais escient. Donc aujourd'hui, tu conseilles dans l'entreprise, mais aussi dans d'autres contextes ou des personnes directement? Alors vraiment, 70-80% l'entreprise
et entre 20 et 30% des particuliers et des écoles. Et c'est vraiment dans les écoles qu'on aimerait rentrer le plus possible. Vous nous regardez, vous êtes enseignant, vous êtes directeur d'école, vous avez des enfants à l'école, contactez-moi qu'on puisse mettre des choses en place, parce qu'on devrait commencer là. Le justomètre, le voici. La République du justomètre, c'est la RDJ. Hein. En RDJ, on ne sait pas ce que c'est que la QVT ou la QVCT. Ça n'existe pas. On a la Qualité de vie au travail pour ceux qui nous suivent. Voilà. Qualité de vie au travail, qualité de vie et de conditions de travail. Nous, on a la qualité de vie familiale. La qualité de vie familiale et de communication. Soi-disant, en passant donc en famille. Parce que si j'apprends à communiquer à l'âge de 7 ans, quand je vais avoir 25 ans et que je vais arriver dans une grosse boîte et qu'on me dise « Ah mais tu sais, on est très à cheval sur la QVT », ça veut dire qu'entre 0 et 25 ans, on n'était pas à cheval du tout sur ma capacité à bien communiquer déjà avec moi. C'est comme avec nous qu'on échange le plus. Au début. Et puis quand on se voit tous les deux, Nicolas et Emmanuel, on est différents, comment on fait pour se comprendre? Ça devrait être une matière, comme les maths, le français, l'histoire géo. Donc le gros, c'est bien ce besoin. Et le gros, c'est vraiment l'entreprise, parce que c'est là qu'il y a le besoin immédiat. Mais l'objectif vraiment visé sous-marin, je dirais, c'est de toucher les écoles le plus possible. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous soutenir chaque semaine. Pensez bien à vous abonner et à en parler autour de vous. Et si vous aussi, vous avez une vie extraordinaire ou que vous connaissez quelqu'un dont il faut absolument qu'on parle, n'hésitez pas à nous envoyer ces détails. Le lien de notre email est en description. Bon épisode à tous. Il y a des pays qui ont des cours de communication pour les primaires ou collèges, il me semble. Ouais, alors en Finlande, jusque 7 ans, tu vas à l'école, mais il n'y a pas cours. Tu fais jeu de société, jeu à plusieurs. En fait, tu apprends à vivre avec les autres. Et après, tu fais cours. Mais tu sais comment ça fonctionne, la politesse, le respect. C'est inculqué, c'est comme si c'était matiné. Voilà, c'est vraiment imprégné chez les gens. Au Danemark, c'est beaucoup plus simple. Depuis 1993, les cours d'empathie, c'est obligatoire depuis l'équivalent de la 6e chez nous. Une génération, c'est 20 ans. Donc, ils sont déjà une génération et demie de gens qui se comprennent mieux. Et pour y être allé 3-4 fois déjà là-bas, j'ai qu'une envie à chaque fois, c'est de déchirer mes papiers et de dire je suis sans abri, je ne sais pas d'où je viens. Pour y rester, tellement c'est cool. Et le retour en France, c'est toujours, j'ai toujours la France, c'est le pays que le monde entier veut visiter, et malheureusement, tous ceux qui y habitent sont fous. Ah mais, ça fait rire, enfin ça devrait pas malheureusement, mais c'est les constats quand même, quoi. Et alors, pour ceux qui... Là, récemment encore, je suis sur une mission de transformation actuellement avec un grand groupe et on travaille avec les humains sur différentes compétences et donc il y a notamment des compétences de relationnel. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah oui, on va travailler sur les soft skills, donc on va travailler sur la communication. » Bon, j'avoue que je suis pas convaincu que ce soit pas un trait de personnalité et donc former des gens aux communications, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi. Est-ce que tu peux donner un point de vue sur comment est-ce que les gens peuvent progresser sur des choses qui sont... on semble-t-il ancré dans la façon d'être, quoi. Alors celle-ci, elle va te plaire. Elle vient de ma grand-mère. Sans transpiration, pas de modification. Sans entraînement, pas de changement. Si vous ne mettez pas le même temps investi au développement d'une communication relationnelle qui soit saine, si vous ne mettez pas autant de temps que vous avez appris à faire des maths, du français, de l'histoire géo, c'est pas magie, c'est pas un atelier de 4 heures avec le justomètre et la communication relationnelle qui va faire de vous tout d'un coup des chambellans de la communication. Ça nécessite de s'entraîner. Par contre, il y a un gain exceptionnel. Et c'est immédiat. Et ça, c'est... Moi qui suis un ancien nerveux, un nanoseconde, moi je pouvais partir en pétard, être dans le rouge tout le temps, l'aiguille bloquée, même des fois sortie carrément du justomètre. Aujourd'hui, des situations qui avant m'énervaient, en fait, me font rire. Des fois, je rigole tout seul. Donc les gens, maintenant, ils ont l'habitude. Je ne suis pas un simplet, c'est parce qu'il y a des situations qui avant me mettaient la rate au courbouillon. Puis aujourd'hui, ça passe. Pourquoi ? Parce que dans mon temps de vie, est-ce que j'ai envie de créditer les autres de mes secondes à moi ? Non. Par exemple, la mode de mettre des commentaires négatifs, je vois pas l'intérêt, parce que moi, si j'ai pas aimé le film, je vais pas en plus perdre du temps à dire au mec que j'ai pas aimé son film. Je rêve pas, il va pas lire 50 000 messages, le type, il a pas que ça à faire. Il va demander à l'IA de les lire. Voilà. Donc, ce qui m'embête, moi, avec les soft skills, il y a kill dedans quand même. Ça se termine par... voilà, je suis un peu embêté avec ça. Moi, je dirais, c'est... comment se comprendre ? Celle-ci, elle va te plaire. Abordons tous les deux la règle des 3 Q.
C'est 3 questions en fait. Hein. Je te vois, Ouais. je vois les yeux au ciel. Est-ce que tu es allé à l'école entre le CP et le bac? Oui. Oui. Deuxième question, deuxième Q, est-ce que tu as fait des maths, du français, de l'histoire géo? Oui. Troisième question, qui forcément sera moins facile pour avoir une réponse positive. Combien d'heures de communication relationnelle, c'est-à-dire comment je me comprends mieux pour mieux comprendre les autres et pourquoi je suis à l'école, as-tu eu entre le CP et le bac? Bah, 0, si peut-être un bout d'éducation civique, peut-être à un moment. Je crois Ouais, pas. Hein. de notre génération, oui, aujourd'hui, je suis pas sûr. Même, je crois même pas que ça a touché la Effectivement, communication directement. 0. 0. Et après, tu vas travailler avec des gens qui sont des étrangers, non pas parce que c'est la couleur ou l'autre pays, mais c'est des gens différents. Et tu es qu'avec des étrangers qui communiquent pas pareil, s'énervent pas pareil, pensent pas pareil, fonctionnent pas pareil. Et on met tout le monde au même endroit et on dit, bah, en gros, débrouillez-vous que ça se passe bien. Je trouve que ça se passe même pas trop mal. On n'a plus d'épée à la ceinture, on n'a plus de bague avec du poison. Et on progresse, mais on pourrait vraiment être prêt à toute situation d'urgence pour que dans le flux quotidien, en fait, les choses se passent bien. Mais il y a une dame un jour, elle m'a dit, mais en fait, vous vous foutez de tout. J'ai dit non. C'était à la fin d'une conférence dans les questions-réponses, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est pire que ce que vous pensez. 3 choses comptent. Mon épouse et mes 2 filles, au même niveau. Le restant, je suis vivant, tout va bien. Je fais un peu de travail, tout va bien. Il fait jour, tout va bien. Tout va bien. Tout dépend comment vous définissez vos priorités et de comment vous laissez les choses rentrer dans votre tête. C'est vraiment là que ça se joue. Ouais, l'acceptation, le détachement qui lui permettait d'être sereine. Tu évoquais tout à l'heure les gens d'entreprise dans le grand groupe où tu te trouves, communication relationnelle. Il y a Martine et Roger qui travaillent ensemble. Quand Martine dit à Roger qu'elle est désappointée de ce que Roger a produit comme travail, si Roger s'évanouit, c'est Roger perso qui s'évanouit. Alors qu'en fait, Martine, elle parle aux collaborateurs. Dans ce qu'elle lui avait demandé de faire comme mission pour la boîte, peut-être qu'elle s'est mal expliquée. En tout cas, apparemment, Roger, il n'a pas compris. Et donc, l'idée, c'est comment Martine et Roger vont trouver comment s'aligner pour se comprendre. Le juste mètre, c'est ça. Moi, je croyais avoir compris ça, et je me rends compte quand on parle que je suis là. Et Martine va lui dire, tu sais quoi, je suis là aussi. Et donc, l'idée, c'est comment on fait pour revenir ici. Roger, on fait un pendu à l'envers. Dis-moi ce que tu avais compris, et moi, je vais combler les manques. Au final, ça prend bien moins de temps que de s'énerver après Roger, que Roger en plus, il reparte en disant « Ah mais quelle est connasse cette Martine et tout, au volant de sa voiture, dans le métro, enfin peu importe où il se trouve », d'y penser le week-end et de trimballer Martine dans son bulbe, qui en fait normalement ne devrait pas avoir à y faire grand-chose. Et donc c'est toujours, moi je dis toujours, est-ce qu'on est sur l'émotionnel ou est-ce qu'on est au factuel travail? Moi il y a un élève il n'y a pas longtemps qui m'a parlé un peu sèchement. Je lui ai dit « Je te remercie ». J'ai pris une chaise que j'ai mis au milieu de la salle. Ah, de toute façon, je n'aurais pas à m'asseoir là, m'a-t-il répondu. Ah non, ça c'est un projectile. C'est pour te le lancer. Ah, comment ça? Ah, de toute façon, je porterai plainte. Je dis, c'est pas grave, moi je suis pas de l'école. Coups et blessures sur un élève, c'est 8 000 €, je les ai, je te ferai même un smiley sur le chèque. Bon, forcément, les autres se sont dit, bon, on sait jamais, il peut la lancer, il a l'air d'être capable. Et j'ai dit à l'élève, quand tu as été insultant, tu parlais à qui? Tu parlais à l'intervenant ou tu parlais à Emmanuel? Il me répond, c'est la même chose. Je fais non. L'intervenant, c'est une fonction, Emmanuel, c'est une personne. Si c'est à moi que tu parles, je te jette la chaise. Je vais te donner l'astuce. Si c'est à l'intervenant, tu risques rien. Vas-y, réponds à la question. Il me dit, c'est l'intervenant. Je dis, c'est bien, bonne réaction. Je dis, quand vous parlez à l'enseignant, est-ce que c'est à l'enseignant que vous parlez ou est-ce que c'est à la personne? Quand vous allez travailler, ce sera pareil. Un an qui me disent, mais non, ça marche pas comme ça. Je dis, mais vous vous trimballez de la même manière avec vos potes que vous vous comportez avec vos clients, quand vous en avez ou quand vous en aurez en stage, et vous vous comportez de la même manière chez vos parents qu'avec vos potes quand vous faites la chouille. Non. On s'adapte à l'environnement où on se trouve. C'est ça l'idée. Et l'idée, c'est comment on est tous compatibles, ou qu'on va, peut-être que toi, je sais pas, on se connaît pas bien, est-ce qu'on peut te dire, je pense qu'on peut te dire les choses quand on les pense. Ok. Oui. En tout cas, tu as l'air un peu, voilà, ça a l'air d'être ça. Je suis quelqu'un d'assez zen. Voilà. Moi, j'ai un collègue, tu lui dis un truc le lundi matin, faut quand même que tu attendes le jeudi pour pouvoir lui en reparler et qu'on fasse du débrief. Parce que ça va tellement le toucher, et en fait, c'est vrai quand ça le touche. C'est pas pour m'emmerder qu'il le fait. Il est comme ça. Il est très bon, mais sur ce chapelet-là, c'est pas facile de lui dire les trucs comme ça. Donc, faut en glisser un petit peu, mais pas tout. Enfin, faut savoir doser. Mon autre collègue, tu peux lui dire, moi, ce que tu as fait, c'est pourri.
il va te dire, bah d'accord, bon c'est mal compris, bah dessine-moi ou explique-moi ce que tu voulais, ou mieux. Et ça fait pas d'engueulade, pas de tension, rien. C'est une information. Mais on n'est pas tous pareils. Et la complication, c'est ça. Donc ton job aujourd'hui, c'est ça, c'est de sensibiliser, de créer des déclics, comme avec l'exemple de la chaise. Donc là, par exemple, on comprenne la différence entre un rôle et une relation qui est dans des rôles avec des émotions, des sensibilités. Ouais, c'est ça. On vient 8 heures par jour, tous au même endroit, pour faire la même chose, c'est travailler avec d'autres gens, pour toucher un salaire. C'est exclu de faire 8 heures avec la main sur le pommeau de l'épée, même si elle est symbolique, ou d'entendre des fois en formation « Ah bah je me souviens, Nicolas, en 2018, il avait pris ma place de parking. » Alors qu'en fait, il n'y a aucune place de dessiner. Voilà. Puis j'ai pas de voiture. Voilà. Des gens qui, comme ça, vont réussir à garder dans leur tête pendant des années des rancœurs, des trucs, des bidules, qui en fait n'ont rien à faire au travail. J'ai vu tout à l'heure en passant une statue d'Iron Man. En arrivant au studio, eh bien Iron Man, en fait, j'ai toujours aux gens, c'est ça votre travail. Vous passez la grille de l'entreprise, plac, vous appuyez, et vous avez le costume de l'entreprise qui pousse. Votre avis, on s'en moque. Ah bah le patron, il fait pas ce qu'il faut. Bah mets-toi à ton compte. Ah bah non, mais bah donc tu te tais. Ton patron, la boîte, elle tourne depuis 30 ans, donc il fait pas ce que tu penses toi, mais en tout cas, elle tourne. T'as ton salaire. Oui, bah donc tout va bien. Donc ou t'es dans un système qui te va, ou tu vas le voir et tu lui dis, bah ça on pourrait l'améliorer. Bah, s'il te dit c'est pas une démocratie, ici c'est moi qui décide, bah tu choisis où tu restes ou tu t'en vas. Et donc c'est vraiment d'être factuel tout le temps pour être dans un flux qui est de travailler et de ne pas passer son temps à se plaindre, à pas être content, à geindre, et sortir du côté très français qui est ah bah t'as vu Nicolas, il a encore changé de bagnole. Oui, enfin Nicolas, il n'a pas justifié de changer de voiture, puis on s'en fout en fait. On n'est pas là pour ça. J'ai l'impression que tu travailles beaucoup sur... j'avais vu un modèle de management qui classait un peu les états émotionnels en 5. Et donc, il dit en gros, sans forcément porter de jugement de valeur, mais l'état 1, c'est le monde, c'est de la merde. C'est, voilà, je suis dans un gang, je refuse le jeu. L'état 2, en général, c'est la colère qui le détermine, qui l'incarne. Quand je passe progressivement à l'étape 2, j'en suis à mon monde, c'est de la merde, les autres ont l'air d'aller mieux que moi. Et là, je suis une victime et je suis très triste, et je me victimise tout le temps, et moi, j'ai pas de chance parce que ceci, et j'ai toujours des excuses, quoi. Quand on passe au niveau 3, là, on est sur je vais réussir, je réussis, moi, je réussis. Et donc, on est sur le moi-je, et on est dans la compète, et on est dans les recherches d'expertise. Et puis, voilà, progressivement, l'étape 4, on est sur nous sommes les meilleurs, et pas vous. Donc, on a créé un clan, un groupe, et on se définit comme un membre du groupe, et on se bat contre les autres. Ouais, on est les fans du pull rouge. Ceux qui ont des pulls bleus, c'est des cons. Voilà. Alors, ça peut avoir plein de problèmes, mais il y a aussi d'extrêmement belles aventures humaines qui sont créées à partir de groupes qui ont trouvé une différenciation et de la fierté d'appartenir. Et toutes les guerres aussi. Et au niveau 5, on est plutôt passé côté Gandhi. Tout le monde est beau. Tout le monde est magnifique. J'ai de l'empathie pour le monde. Même pour Gérard Larcher ou... Alors, écoute, si tu as une anecdote, n'hésite pas. Non, c'était pour, voilà, c'est ça, ce côté toujours contre-pied de, voilà, j'aime bien utiliser ce genre de blague. Bah, Gérard, s'il nous écoute. Parce qu'en, ouais, Gérard, écoute, si tu nous écoutes, t'es le bienvenu. Parce qu'en fait, la communication, c'est pas forcément un truc lourd et plombant, quoi. En fait, ça s'apprend comme les maths de plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8, et ainsi de suite. Et les 5 niveaux que tu décrivais, d'ailleurs, je te remercie, puisque je les connaissais pas. Ouais, c'est une méthode qui s'appelle le leader de la tribu. Moi, j'aime bien leadership. Aujourd'hui, on me dit, ah oui, mais t'es dans le développement personnel. Je dis, bah ouais, enfin, ça a toujours été. Bah comment ça? Bah les Grecs et les Romains, je veux dire, traverser les Alpes avec des éléphants en sandalettes et en jupe, je pense que ton développement personnel, à part chercher à avoir chaud puis à manger, c'est juste qu'aujourd'hui, on a, si on prend la pyramide de Maslow, on n'a plus que les 2 hémisphères en haut, hein, c'est les 2 nôtres, on n'a plus que ça à traiter, soigner, améliorer, on fait comme on veut, parce qu'on a globalement dans un pays où nos besoins vitaux sont assouvis. Je sais pas si tout le monde a la pyramide de Maslow, hein, mais qui dit qu'on remplit d'abord nos besoins vitaux, avant d'avoir la capacité de s'occuper de nos besoins émotionnels, voilà. Et puis carrément nos espoirs, notre quête de sens. Les gens qui en ce moment voient des feux d'artifice 24-24 passer au-dessus de leur tête dans certains pays, dans les Émirats Arabes Unis et proches, je pense que se demander comment ils vont le matin n'est pas leur priorité tout de suite. J'imagine en tout cas. Moi je suis très content de ne pas être là-bas, et je suis très content de respecter l'adage familial de mon grand-père qui est « t'as les yeux ouverts le matin, t'as fait le plus gros ».
Ben non, mais et c'est vraiment, par contre, je te rejoins sur le niveau 5, une saine communication relationnelle, c'est long à mettre en place, c'est presque une vie complète, c'est un art de vivre en fait. C'est une façon de se sentir léger et à 15 cm du sol, et on est vraiment au niveau 5. C'est-à-dire que les autres font, ma grand-mère elle disait ça, les autres font ce qu'ils veulent, tant qu'ils viennent pas nous faire suer. Ouais, elle disait suer parce qu'elle était ancienne. Nous, on aura un autre vocabulaire. T'aurais pu venir chez ma grand-mère avec une Ferrari marquée je m'appelle Nicolas et je vous emmerde. Ma grand-mère, elle aurait vérifié comme ça, les yeux froncés, mais c'était pour vérifier que t'avais pas fait de faute de français. Ça, pas déconner. Elle t'aurait servi un café chaud, de la galette au sucre. Elle t'aurait demandé ce que tu faisais dans la vie. Elle aurait quand même souhaité que tu l'emmènes faire un tour comme passagère parce qu'elle aimait bien la vitesse. Tu vois ? Parfait. Et une fois que tu serais reparti, elle t'aurait dit revenez quand vous voulez. Et je sais qu'une fois la porte fermée, jamais au grand jamais, je n'ai entendu et je n'aurais entendu ma grand-mère dire mais ton copain il se fait pas chier et tout. Alors qu'en fait, la Ferrari, tu te l'as achetée toi-même et voilà quoi. Et donc je dis aux gens, si vous arrêtez de créditer du temps de rancœur ou de je sais pas quoi sur la vie des autres, vous avez 3 heures de temps libre par jour. Hein. Ouais, donc ton parcours, c'est ça. Tu travailles beaucoup avec des gens qui sont à ce fameux niveau 2, un peu victimes dans les médiations, pour leur montrer comment reprendre le contrôle de leur vie, quoi. C'est une phrase que j'adore quand tu as dit le niveau de la victime tout à l'heure. C'est la première phrase qu'on apprend en formation en PNL. Ouais. Il n'y a pas de bénéfices plus colossaux que d'adopter en permanence le statut de la victime. Ouais. Oui, mais c'est pas moi qui répond à j'ai jamais de émotionnel. bol. Ça tombe sur moi. J'ai pas ma faute. Non, à un moment, il y a des décisions à prendre. Et puis... Mais ça dépend aussi. Moi, je suis très sympa avec les gens parce que ça dépend comment tu été élevé. Ça dépend. Souvenons-nous quand on avait 14 ans. Mhm. Moi, j'ai des parents plutôt fun. Mhm. Tu peux converser comme ça. Et un copain de collège me dit si tu veux, je t'invite un week-end. Mais c'est le week-end le plus long de ma vie. J'étais chez des gens à table qui ne se parlaient qu'à peine. On entendait le bruit des couverts. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de blague. Alors, il était hors de question de faire une blague de fesses ou une métaphore à 2 balles ou un jeu de mots foireux. C'était niette. Et pendant le repas, ce que j'avais comme idée en tête, c'est on n'est que vendredi et je rentre que dimanche soir. Et j'ai trouvé ça comme dans une prison en fait. Alors pas des gens méchants, hein, mais pas de vie. Alors évidemment, mes potes, quand ils venaient chez mes parents, ma mère qui était très cash, alors leur repas c'est midi, 12h00. Vous avez fait la fête, vous voulez à 12h30, vous vous faites à manger. C'est pas un restaurant. Mais sinon, vous mangez, c'est bien, vous mangez pas, c'est bien aussi. Ils trouvaient ça... Ils trouvaient ça quand même bien plus cool que... Et j'ai dit à mes parents, mais merci. J'ai vraiment remercié souvent à cette époque-là, parce que c'est quand tu vas dans l'univers des autres que tu te rends compte que c'est pas simple. C'est marrant, parce que quand t'en parles, ça m'évoque un truc, c'est que pour beaucoup de gens, ça a l'air violent, ce que dit ta grand-mère. Enfin, c'est assertif. Et voilà comment on fait les choses ici et pas autrement. Ça ressemble à quelque chose d'antan. Et pourtant, en communication non violente, on va dire que c'était très bien. Moi, ça me semble plutôt très clair. C'est-à-dire très clair, voilà. Ma grand-mère... C'est intéressant de faire le distinguo, ma parce grand-mère, que souvent, ouais. on pense communication non violente, ça veut Oui, dire c'est être, salut, comment ça c'est va être d'accord avec les Tu veux autres, de la guimauve? Non. alors que c'est pas ça l'idée. La communication non violente, c'est se respecter soi en premier, c'est-à-dire d'avoir un petit niveau d'égoïsme, qui est pas allez tous vous faire foutre, qui est je prends soin de moi, la petite blague tout de suite. À chaque fois je dis non à quelqu'un, c'est que je me suis dit oui à moi. C'est-à-dire que j'ai pesé les choses, je vais dire non. Mais d'habitude tu dis oui, j'ai changé. Et donc, comment on se dit oui tout le temps à soi pour pas passer à la place des autres, et ainsi de suite. Et donc ma grand-mère et ma mère encore plus, alors moi j'ai un côté militaire, voilà, hop. Moi tu viens chez nous, il n'y a pas de téléphone à table. Un jour, il y a une jeune qui avait 15-16 ans, pardon, c'est ma mère et tout. Ma fille l'a regardé, elle a commencé à se marrer. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, prends ton assiette, ton repas est fini. Non mais, et moi je n'ai rien dit, je dis, je t'ai donné la règle au début. Oui, c'est clair, et la règle, t'es pas chez toi. Moi si je vais chez toi et que tu nous dis on se déchausse, tu t'es pas déchaussé ici, non? Si je vais chez toi et qu'on se déchausse, je vais me déchausser. Plus vous avez un cadre clair et des règles claires, plus c'est simple. Quand le prof dit aux élèves, avec son justomètre au mur, ce matin je suis dans le rouge, il dit pas aux élèves, vous m'embêtez. Et donc le prof le fait aussi. Il dit moi dedans, je viens d'arriver parce que le périph', parce que peu importe ce qui a pu m'arriver, je suis à la bourre, enfin bref, en tout cas ça va pas. C'est bien plus simple de dire ça aux élèves et de leur montrer le justomètre dans le rouge que les élèves sont en train de faire une espèce de phase d'observation à se demander si le prof ça va ou pas quoi. Est-ce que c'est nous
ou est-ce que c'est lui qui va pas? Et on gagne énormément de temps, puis on gagne un peu en tension aussi. Bah, dans un collège, D'autant que le fait de nommer son émotion la calme déjà, la oui. neutralise. Si dans un collège, vous avez tous les profs qui appliquent les mêmes règles de la même manière, c'est plus confort pour eux. Et puis c'est plus confort pour les élèves à chaque fois qu'ils changent de cours. Ils sont pas en train de se dire comment on a vécu. T'as le prof taciturne, après t'as le caractériel, après t'as celle qui hurle, après t'as celui qui s'en fout, t'as machin, et tu fais un espèce de surf émotionnel quotidien. Ah, t'as monsieur machin, tu vas morfler. Et en fait, t'es déjà pas rentré en cours, tu penses que c'est mort. Alors qu'en fait, le prof est peut-être très sympa. Peut-être que le prof, il est un peu strict, et que comme mon père, il est strict, je trouve que le prof est chiant. Je sais qu'avec les enfants, j'essaie de les sensibiliser à deux notions, qui sont la taille du cadre et la clarté du cadre. Tu peux être très permissif, mais avec un cadre flou. Tu peux être très permissif avec un cadre strict. C'est deux choses qui n'ont rien à voir, en fait. Et dans le mot sévère, on n'entend pas ou laxiste, on n'entend pas. Alors en fait, nous, dans le mot sévère, on entend sévère. Ah oui. Pourquoi? Parce que plus je vais être clair. J'ai un client il n'y a pas longtemps, il me dit vous êtes trop cher au tarif jour. Je dis d'accord, fin de la conversation. Ah non, mais on peut négocier. Je dis, mais c'est pas une négociation. Je vous donne un tarif jour. Je dis vous allez au restaurant, vous dites pas au restaurateur. Aujourd'hui, je paierai que 70 € sur 80. Ça marche pas. Vous allez chez Auchan, ça marche pas. Un grand magasin, ça marche pas. Bah, j'ai un tarif, je vous le donne. Bah, c'est quoi? C'est un cadre qui est clair, avec des bords qui sont bien à angle droit. Et puis dedans, bah, il y a des règles. Voilà. Et après, je dis, bah, c'est tout simple. Je suis dans le vert, la couleur. Ça vous va, c'est bien. Ça vous va pas, je n'y peux rien puisque c'est votre décision. Je peux pas m'énerver pour les choix, les décisions ou ce que font les autres. Ou alors, je traverse et puis je leur mets une tarte. Enfin, je fais une décision. Mais... Et en gros, vraiment, c'est ça, c'est d'essayer de toujours chercher, quelle que soit la situation, de se rendre compte que la communication relationnelle, ça peut permettre, déjà, de ne pas se prendre la tête avec soi. 2, c'est moins cher que de faire 20 ans de thérapie. Désolé pour les thérapeutes, mais voilà. Plus on va commencer jeune, mieux c'est. Et je pense qu'un gouvernement qui prend soin des siens devrait commencer par ça. Et on devrait, dès l'école, insister là-dessus. Pour que le prof se sente bien, que les élèves se sentent bien avec lui, et que 15 ans de scolarité, ça ne peut pas se passer en s'embêtant sur sa chaise, et en sachant pas ce qu'on fait là. Et forcément, à un moment, si je suis un peu débordant, bah, je vais finir par emmerder le prof, pas méchamment, c'est parce que je me fais chier. Alors, puisque tu me parles d'école, justement, moi je voulais savoir, quand tu étais gamin, est-ce que tu pouvais t'imaginer chauffagiste? Est-ce que tu pouvais t'imaginer conférencier? Enfin, comment t'étais? Qu'est-ce qui te motivait à ce moment-là? Alors, j'ai, comment dire... tu faisais déjà le pitre un peu? J'ai le record d'heures de colle de ma première année de BEP, où je ne suis sorti que le premier mercredi, parce que c'est sûr on pouvait sortir. Tous les autres, j'ai été collé. Et j'ai même été collé une fois où j'étais absent, j'étais malade. Et quand le principal annonçait le mardi soir les collés du mercredi, j'ai levé la main en disant « Monsieur, la semaine dernière, j'étais absent, j'étais malade, donc je ne peux pas être collé. Le cirque dans ma chambre. » Et il m'a répondu « Est-ce qu'on peut convenir que des fois, on ne t'attrape pas et que tu fais l'idiot ?» Et comme il faut être correct, j'ai dit « Bah à ce moment-là, j'irai en colle. » Parce qu'on se faisait quand même moins choper qu'on faisait les idiots. Donc je suis allé en colle quand même. Voilà, je trouvais ça juste, en fait, comme deal. Ça me paraissait correct. Ok. Non, en fait, moi, je suis souvent... Alors, mes parents étaient très cool et très... tous les sujets. Et donc, souvent, à l'école, je trouvais ça plus ennuyeux que chez mes parents. En termes d'échange, de discussion, d'apprendre des tunnels de choses, voilà. Bon, bah, tu tiens jusqu'à la récré, tu manges, puis bon, bah, à 14h, le diable s'empare de toi et inconsciemment, t'espères quand même te faire virer de cours pour au moins être tranquille et pas écouter un prof qui a une voix comme ça, qui est monocorde et où tout le monde fait sa digestion. Ouais, l'école, c'est comme ça. En fin de troisième, je sais pas si tu te souviens, on nous dit « Que voulez-vous faire plus tard ?» Eh ben moi, j'ai réussi tous mes rêves. Moi, je l'avais dit, je ferai des maisons et j'aurai une Volvo. On m'a dit, c'est pas un métier. Je dis, bah, même ce que je voulais faire. Je n'ai pas demandé comme métier. Donc, ce sera un métier du bâtiment, je pense. Et j'aurai une Volvo. Puisque un copain de mes parents avait une grosse... Volvo, ouais. Bah, il avait une grosse Volvo et la police n'écoute pas. Il nous emmenait à la piscine, on était 11 dans la voiture. C'était vraiment les gros breaks. Les gros breaks de l'époque. Okay. Donc, il en mettait dans le coffre, il en mettait un peu partout. Et puis, c'est la voiture un peu familiale, le break, voilà, ça me va bien. Et puis, faire des maisons, parce que je trouve qu'à l'école, par exemple, si on faisait des cours de bricolage et des cours de cuisine, ce que moi j'ai pu connaître, eh bien tu fais des choses avec tes mains, et je pense que quand tu fais des choses avec tes mains, tu retiens bien mieux ce qu'on t'apprend
que quand tu es sur une chaise à avaler du contenu. Pourquoi ? Parce que faire à manger, c'est faire des maths. Faire à manger, c'est le terroir, donc c'est de la géographie. Faire à manger, c'est échanger avec les autres, c'est parler des goûts, des affinités de chacun, de sa culture. Enfin, on peut très bien rendre l'école easy and fun, comme tu disais tout à l'heure, enfin sans que ce soit bisounours-land et qu'il n'y ait ni cadre ni règle. Mais on pourrait aussi dire, tiens, on va bricoler aujourd'hui. Un gamin, quand il arrive à brancher un éclairage pour la première fois, c'est dans ses yeux que ça brille le plus, c'est pas l'ampoule. Parce qu'il a réussi un truc. Et l'école on devrait avoir la banane d'aller à l'école. Ça devrait être... Ouais, les cours de bricolage, ça revient souvent dans les propositions. Moi, je sais que mes filles, je leur ai donné une perceuse électrique très rapidement dans les mains et je leur fais faire des trucs entre guillemets dangereux. Là aussi, la police n'écoutait pas. Mais, non, utiliser une scie circulaire, parce que je leur donne confiance, quoi. Je leur montre que j'ai confiance en elles et on respecte l'objet et on explique comment on va utiliser l'objet. Et on fabrique des trucs et c'est vrai que c'est un atelier. C'est un atelier, elles sont dedans et après elles sont fières parce qu'elles ont monté leur meuble. C'est leur lit qu'elles ont monté elles. C'est pas pareil. Quand tu as fait toi-même, il y a une saveur toute différente. Et donc l'idée c'est... puisque le prof a choisi de venir... Je fais toujours le même parallèle quand je forme des profs avec les matons en prison. Je dis toujours, globalement... L'éducation nationale appréciera. Globalement... Non, mais vous allez voir, c'est articulé. Hein. Globalement, le maton a choisi de passer un concours pour devenir personnel pénitentiaire. Bon. On va dire que ces élèves en prison ont moyennement passé le concours et sont moyennement intéressés à être là tous les jours. Il faut aller les chercher, ils veulent pas venir, ils sèchent les cours, tout. Bon, c'est compliqué. Si je prends l'école, l'enseignant a passé le concours. Il a une volonté d'être prof. C'est propre, c'est la sienne. Est-ce qu'un gamin de 14 ans veut savoir comment s'appellent les fleuves russes ? À part les premiers ou les 2-3 premiers de la classe, moi à 14 ans, à part faire du sport et puis courir après les filles, j'avais pas beaucoup d'affinité à me demander si y avait la toundra ou la taïga en Sibérie, quoi. Non, mais ce qui est dommage, parce que quand tu le dis, les fleuves russes, c'est trivial, mais si on parle maintenant de où sont les minerais rares, on va comprendre la situation géopolitique beaucoup mieux. Si on comprend les terres rares aujourd'hui en Chine ou en Ukraine. Et c'est toujours l'utilisation du temps, j'ai toujours au prof, faites cours, non pas que ce soit fun, mais qu'ils aient envie d'être là. Il n'y a pas longtemps, il y a un élève, il a une casquette, PSG. Okay. Bon, le prof il rentre, il fait ta casquette. Je regarde le prof, je fais excuse-moi, on s'est mis d'accord dans le couloir, I am the maître. Donc c'est que moi qui parle. Toi t'es tenu au silence. Là les élèves ils se sont marrés, ils se sont dit, il vient de tarter le prof. Recadrage, oui, le cadre était donné, voilà. Et donc je dis aux jeunes, pourquoi t'as une casquette ? Je dis, c'est une question toute bête. Il n'y a pas de piège, hein. On va faire autrement. 9 x 9. 81. Enlève ta casquette, s'il te plaît. Enlève ta casquette. 9 x 9. Il rigole, il dit 81. Je dis t'essaieras sous la douche. Ça fait 81. Donc ta casquette ne change pas qui tu es. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu as une casquette. D'où ça vient. Et on a fait un long chemin de la casquette du PSG, qui est l'appartenance, comme tu disais tout à l'heure, à un groupe. Un groupe, ouais. Parce que dans le temps, sur les champs de bataille, on avait les oriflammes, les drapeaux et les couleurs. Et pour tirer des flèches, fallait quand même voir où étaient nos potes. Donc j'ai aujourd'hui, t'es un chevalier footballeur et t'as en fait une casquette d'une appartenance à une équipe. Comme ça se faisait, on était en cours d'histoire, comme ça se faisait à notre époque. J'ai dit au prof, regarde les gamins, et le sourire. Puis en fait, on a fait cours. Je les ai tutoyés, ils m'ont tutoyé dans le respect. Enfin, et en fait, c'est facile, mais il faut les former pour qu'ils fassent ça. Mais tu les connectes à l'enjeu et tu dégages l'enjeu. Tu fais quoi dans ton métier quand tu es consultant ? Tu viens pas en disant aux gens, faut faire comme ça. Ils vont te regarder, ils vont faire comme des élèves, ils vont me dire, l'autre, il se fout de nous, quoi. On l'a pas attendu pour apprendre à marcher. Si tu leur expliques pas à quoi ça leur sert, c'est perdu. Oui, on a tendance à penser que les élèves devraient savoir ou les employés devraient déjà être motivés, mais en fait non, il faut connecter les gens au sujet. Ouais, alors, celle-là, tu la mettras en gras. Penser qu'un élève qui vient, c'est tout. Faut avoir une drôle de vision de l'école, puisqu'en gros, à partir du moment où tu viens apprendre, c'est que tu ne sais pas. C'est quand même l'idée. Et j'adore, moi je rêve que tous les élèves, je dis bien tous, quand ils expliquent au prof qu'ils n'ont pas compris ce que le prof leur a expliqué, et que le prof leur dit, t'avais qu'à écouter. Que le gamin réponde avec un grand sourire, monsieur, pour vous dire que j'ai pas compris, il a bien fallu que j'écoute. Et on perdrait déjà de l'attention pour rien, hop. Cette tension-là, on l'évacue. Ok, t'as pas compris. Ça sent l'heure de colle quand même, pour la pertinence. Mais en fait, c'est dommage parce que
Ouais, Moi, quand quelqu'un me dit... Enfin, heureusement, il y a des très bons profs, mais c'est vrai que tout c'est un métier difficile et là, je le vis à travers mes filles et je me souviens quand j'étais enfant, elles me parlent de plein de réactions. Mais c'est vrai que c'est chaud, quoi. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de boire du whisky avec mon prof de maths de collège. Très bien. Donc, il a 80 ans. Bon. C'est lui qui nous a appris à quoi ça servait l'école. Parce qu'un jour, on faisait racine carrée de 2 et il nous a dit, voilà, vous apprenez ça. J'ai dit, bon, on fait quoi avec? Comment ça? J'ai dit, bon, on va rentrer ce soir chez nous. Qu'est-ce qu'on va dire à nos parents? T'as fait quoi aujourd'hui? Et vous savez quoi? Racine de 2, ça fait un 414. J'ai dit, je vais faire quoi dans ma vie? Déjà basique, le gars. Et il a eu une très bonne réponse. Il a dit, ça vous servira à rien. Sauf si vous faites des maths. Mais nous, on ne sait pas ce que vous allez faire. Donc on fait large, pour que vous ayez un minimum de bagage et de culture générale. Mais l'école, elle sème. Et en fonction de ce que vous ferez plus tard, vous vous serviez de racine de 2 ou pas du tout. Et je pense que ce jour-là, il était très malin, puisqu'en faisant une espèce de pirouette, il nous expliquait à quoi servait l'école. Bon, évidemment, quand il a dit ça ne servira à rien, il y a eu un petit arrêt quand même. On s'est dit, le prof, il nous dit que ce qu'il nous fait apprendre, ça ne sert à rien. Et on reparle souvent de cette scène-là, parce que ça m'a touché, en fait. Ouais. De me dire, ok, donc je suis assis là, et de la même manière, le temps que je vais avoir à être assis à me peler, autant je l'utilise à moins me peler et à choper des infos le plus possible. Ouais, ça me fait faire un petit bisou à ma maman si elle nous regarde, parce qu'elle est prof et elle nous dit souvent, enfin elle expliquait ça aussi, il y a un grand malentendu qui est que l'école commence à te former à tes métiers de demain et que c'est pas le cas. Elle te donne une base de compétences générales pour te permettre d'avoir de la liberté dans ta vie. Et ça, c'est une cause qui est beaucoup plus noble en réalité. Comme elle n'a pas dû me coller, normalement je la connais pas, donc je l'embrasse aussi. Très bien. Du coup, maintenant que tu es dans ta nouvelle vie de consultant conférencier, tout a changé. Comment tu t'organises? Quel genre de choses changent en toi? Est-ce que tu dis que tu es le même chauffagiste, mais il y a des nouvelles compétences, Alors, des nouvelles façons d'être? Ce qui change en moi, si on voit un encéphalocardiogramme dans les films, là, quand le patient il va pas bien, et puis qu'on a l'impression que ça va être... Voilà, il va décéder. Ce que je peux dire aujourd'hui dans ma vie quotidienne, c'est que les pics d'énervement sont moins hauts et que l'espace entre chaque est de plus en plus long. Ça, c'est vraiment le gain que vous ferez tout de suite en communication rationnelle. Quitte à faire un gain, on va vous donner un outil maintenant, si ça te va. Ouais, on peut faire. Tu voulais nous montrer comment même pas un truc encore plus basique que le justomètre. Est-ce que tu es bon en maths, Nicolas? Correct. Est-ce que tu es compté de 1 à 10? Ça va aller. Ok. Je vais te demander de prendre ton poing gauche, de le mettre devant toi, comme ça. Voilà. Non, pas comme l'international, hein, voilà. Et on va compter de 1 à 10 et tu vas me singer, tu vas me copier en fait. On va compter 1, 2, compte doucement, on n'est pas pressé. 3, 4, 5, on va étirer la main. 6, 7, 8, 9, 10. Félicitations. Maintenant, je te laisse englober ta main gauche avec ta main droite. Ça va quelque part. Je sens que ça va quelque part. Ça, mesdames et messieurs qui nous regardez, c'est la taille du cœur de Nicolas à l'âge où il est. Ces 2 points rassemblés. C'est pas gros, hein. C'est pas énorme. C'est logé là. Hein. C'est pour les Ikea fil, c'est logé en dessous. Pendant qu'on a compté 10 secondes, lui, il a pompé 1 litre de sang. Donc, pour les pas forts en maths, 1 minute, l'équivalent d'un pack de lait de sang qui passe. Rester dans ces 6 litres, c'est super important. Comment je crée les conditions d'avoir mes 6 litres tout le temps? Et dès qu'il y a un pic, je sais que ma pression artérielle, elle va augmenter. Et qui dit pression, dit chauffagiste toujours, plus de débit. Quand vous êtes tendu, vous pouvez passer à 9 ou 12 litres. C'est-à-dire 2 packs. C'est comme si vous aviez 2 packs de lait qui se débitent minute par minute. Quand vous êtes hors de vous, vous pouvez arriver à 20 litres. 3 packs empilés l'un sur l'autre. Et quand votre cœur fait un arrêt moteur, vous la démonstration vous approchez, ouais, vous approchez les 50 litres. Donc, la saine communication relationnelle, c'est essayer. Parce que dire, ouais, il faut faire, non. Essayer en permanence de chercher ces 6 litres. Tiens, je suis avec X, avec Martine et Roger. Qu'est-ce qui fait que quand je suis avec eux, je suis dans le rouge? Est-ce que c'est moi perso? Ou est-ce que c'est moi le collaborateur? Si c'est moi le collaborateur, de toute façon, je n'ai pas le choix des gens avec qui je travaille. Je peux penser qu'ils ont des sales têtes et que c'est des cons. Ça change rien, je suis pas le patron. J'ai pas signé sur mon contrat en rouge. Attention, je choisirai mes collègues et mon véhicule de fonction.
Non, cadre et règles. Je bosse avec des gens que je choisis pas. Donc, je peux pas leur en vouloir d'être comme ils sont, puisque ils vont m'en vouloir de la même manière. Enfin, on va jamais y arriver. Donc, chercher en permanence ces 6 litres et vraiment se dire que dès qu'on est tendu, la pression artérielle et le débit montent. La prochaine fois que tu vas aller faire tes courses, et tous ceux qui nous auront regardé, qui vont nous regarder, iront faire leurs courses, je sais que quand vous porterez un pack de lait, vous le porterez plus de la même manière. Parce que c'est ce que je disais au début. L'idée, c'est de faire des choses qui soient vraies, et là, que tout le monde peut expliquer à ses gamins. Et après, c'est plus simple de dire à Roger, Roger, tu serais pas à 12 litres ce matin, que de lui dire qu'il est énervé. Oui, tu crées des langages et des ponts entre les personnes. L'idée, c'est vraiment ça. C'est de trouver des astuces, et astuces espiègleries, comme disait Candy pour les plus vieux, de réussir à se comprendre alors qu'on est différent dans notre communication. Ce qui revient dans tout ce que tu dis, je trouve, c'est l'acceptation, qui est la première étape pour redescendre la pression. Au poker, moi je faisais beaucoup de poker, j'étais champion de poker, et on travaillait sur du coup de la chance et de la malchance. Et donc un grand proverbe, c'est que 90% des joueurs de poker ont moins de chance que 90% des joueurs de poker. C'est cette tendance à se victimiser, puisque tu vois plus par le biais de sélection les coups où tu n'as pas eu de chance que ceux où tu as eu de la chance, si ton cerveau est constitué normalement. Et donc tu dois dépasser ce stade. Et donc ce qu'on avait comme mantra pour essayer de s'en sortir et d'accepter le truc, et moi j'étais plutôt bon à ça, c'était en gros de se dire à chaque fois que tu perds un coup, tu dis là je paye ma facture. J'ai choisi ce métier, et de temps en temps il faut que le pigeon gagne, sinon ce jeu n'existerait pas. Voilà, et donc ça, j'ai choisi ça, et je suis content que ça arrive parce que c'est le résultat de mes choix. Et ça me remettait en contrôle. Au lieu de subir un coup de pas de chance, je vis ce que j'ai décidé de vivre. Et pas, rien de plus, rien de moins. Ça me fait beaucoup penser à ton employé. Tu vois, tu as décidé d'aller dans cette boîte. Il y a des super bons côtés, et ça va avec. Et je peux pas demander dans une boîte de 400 que mes valeurs à moi soient les valeurs de l'entreprise. Déjà, une entreprise, elle n'a pas à avoir les mêmes valeurs qu'un particulier. Elle a une valeur d'entreprise. Et donc, souvent, il y a toujours les cercles, les gens font tout un tas de cercles. Il y a plein de zones grises où il y a un mélange. Je dis aux gens, imaginez, vous êtes 400. Vous allez voir votre patron. La newsletter, je trouve qu'elle n'est pas bien orientée. Il en croise un deuxième. L'autre va lui dire pareil, mais il va lui donner une autre orientation. Votre patron, à part finir fou, il va rien lui arriver. Par rapport à ce que tu disais à l'instant, là, sur le côté poker, l'acceptation, ouais, c'est quelque chose, c'est pas facile. C'est plus facile à dire là maintenant que d'accepter. Et puis alors quand on a merdé, en plus, il faut accepter d'aller s'excuser. C'est moins évident. À ce niveau-là, petite histoire, c'est du vécu, hein, on va parler des mots valises. Hein, les mots valises, c'est quand on mélange deux mots, genre attachant et chiant, ça fait attachant. Ouais, juste le mettre. Si vous cherchez, vous allez facilement trouver un attachant ou des attachantes autour de vous. Vous verrez. Bon, essayez de ne pas les croiser en souriant la prochaine fois, mais globalement, ça existe. En République du juste maître, l'acceptation des choses, c'est la règle. La devise de la République du juste maître, c'est « mais est-ce vraiment grave ?» Et entre parenthèses, on a ajouté « au général, non ». Donc un mec en France, il crève son pneu. Le matin, il roule, il crève. Il n'avait pas prévu, ça l'intéressait pas, ça l'emmerde, ça, tout ce que vous voulez. Moi, je connais des gens qui crèvent le lundi, ça leur fait la semaine. En République du juste maître, un justo, un habitant de la République du juste maître, son pneu est crevé, il le répare. Point. Et c'est fini. Et il n'a pas à créditer son pneu ou l'engueuler, parce que insulter son pneu, ça revient quand même à parler qu'un caillou. Oui, l'acceptation, c'est un gros morceau. J'avais un ami, qui est toujours un ami, mais j'avais, pour l'histoire, on va comprendre, à qui j'écrivais. J'écris beaucoup de cartes, puisque plutôt que d'avoir un agenda, celui à qui j'écris en premier, c'est moi. Si je pars ce soir et que j'écris une carte postale, je vais dire ah bah super interview, route, le podcast et tout, c'est bien, l'aventure continue. Et j'ai des boîtes comme ça de cartes postales plutôt que d'avoir un agenda. Et j'écrivais souvent à mon pote Alain, qui jamais ne me répondait, même pas un SMS ni rien. Un jour, je lui dis bah, tu reçois pas mes cartes? Bah si, pourquoi? Il est chier quand même, on se connaît depuis qu'on a 15 ans. Toi, il pourrait, je sais pas, un SMS de temps en temps. Et un jour, une amie, on parle de ça, et elle me dit, mais qui choisit d'écrire? Elle dit, c'est moi. Ouais, d'accord. Elle me dit, ça n'impose pas à ton copain Alain de te répondre. Vous êtes en voiture, vous allez laisser passer le mec qui est en face, parce que c'est plus facile que celui qui passe le premier. Il vous fait un signe de la main, c'est super. Il vous fait pas un signe de la main, c'est pas un gros con, puisqu'il vous a pas demandé.
de le laisser passer. C'est votre décision. Et ouais, l'acceptation des choses, c'est un gros morceau, mais ça se mange petit à petit. Ça se pratique bien, petit à petit. Je suis dans une entreprise, est-ce que j'ai la capacité de décider des choses? Non. J'ai un cadre et des règles qui correspondent à ma fiche de poste, et là-dedans, je suis autonome. Maintenant, est-ce que c'est Roger qui a eu le poste et est-ce que ça aurait dû être moi? Est-ce que c'est moi au regard de mes compétences travail? Ou est-ce que c'est moi, Emmanuel, en tant qu'homme, qui voulait avoir plus d'argent puis une bagnole de fonction? Et je peux faire deux chemins, ou partir du principe que Roger est un connard et que vraiment c'est un lèche-botte et c'est comme ça qu'il a eu le poste. Ou alors je me prends par la main, je vais voir mon patron et je lui dis voilà, je pensais, puisque j'ai candidaté, je pensais que j'aurais eu le poste. Qu'est-ce qui m'a manqué par rapport à Roger pour les prochaines fois où il y aura ce genre de poste? Et si je suis en plafond de verre, je peux décider de partir. Mais c'est vraiment, oui, l'acceptation des choses. Sinon, c'est victime. Mais pendant ce temps-là, ça s'écoule, les gars. Et ça s'écoule comme le verbe, alors que accepter des choses, ça s'écoule comme C-O-O-L. S'écoule pour soi. Et c'est important de se dire, mon sablier, comment je veux l'utiliser? Enfin, qu'est-ce que je veux mettre dedans? Moi, tout à l'heure, on a échangé avant l'interview, accident de voie, c'est embêtant que le train soit changé, arrêté. Maintenant, est-ce que c'est vraiment grave? Non. 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 Et ce qui est intéressant, je trouve, quand tu fais ce shift mental dont tu parles, et je vais, avec très peu d'humilité, m'inclure dans quelqu'un qui est plutôt content d'où j'en suis dans la vie sur cette façon de gérer ça, c'est qu'à force de faire ce shift mental, donc moi j'ai toujours été distrait par exemple. Je peux rater un avion parce que je me suis trompé d'horaire. Et ensuite, ça m'énerve pas. Je préfère ne rien dire. J'ai une liste longue comme le bras de choses. D'ailleurs, on a raté notre premier podcast parce que j'ai fait une erreur sur leur date. Et donc, donc, je travaille dessus parce que ça peut être embêtant, mais j'ai choisi que ça ne me stressait pas. Et donc, quand je rate un avion, j'ai la chance d'avoir suffisamment travaillé et un petit peu de côté pour dire l'impact financier n'est pas dramatique. C'est un impact beaucoup. Ça me fait pas zéro, mais ça me stresse. Ça va dépendre de l'avion. Ça va arriver plusieurs fois donc. Et puis ensuite, je passe à autre chose. Et donc, les gens autour de moi peuvent dire pourquoi tu es si calme? Moi, ça me rendrait fou. Et c'est un peu ce que tu dis. C'est en fait, est-ce que c'est si grave? Bon, alors des fois, la réponse est oui, mais là, dans l'occurrence, c'est non. Bon, alors. Et je me dis, le plus grave, ça serait le stress que ça me causerait. Et donc, je choisis de ne pas vivre ce stress. Et donc, j'ai déjà réglé 90% du problème. Il me reste plus qu'à booker un autre billet d'avion. En gros, vivre dans la zone verte, c'est cool. C'est facile quand je le dis, hein. Mais en fait, c'est un choix. À la fin d'une conférence, il y a 2 ans, une chef d'entreprise se lève, on voit qu'elle est furibonde, on voit qu'elle est dans le rouge, hein, ça, voilà. C'est les questions-réponses, elle est prête. Et la première chose qu'elle prononce, c'est j'ai pas apprécié votre conférence. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Oui, non. Ah, pardon. Ah, je reviens quand tu regardais la caméra, je pensais qu'il y avait. Non, je me mets à ta place. J'ai pas apprécié la conférence. Je fais merci, super. Comment ça? Madame, on est au temps des questions-réponses. On n'est pas au moment où on donne son avis. Vous êtes 200, je rêve pas, il est exclu, et c'est très bien d'ailleurs, que ça ne parle pas à 100% à 200 personnes. Et au contraire, si ça vous a semblé des fois être du papier de verre, c'est bien, parce que c'est là que ça fait bouger. Et maintenant, l'illusion d'optique aujourd'hui qui est ah, mais on n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord, on s'en fout, on n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes cheveux, on n'a pas les mêmes goûts, on va manger pas, on va s'habiller pareil. Les gens aujourd'hui sont d'une dystopie complètement folle, ils veulent être eux-mêmes, mais en interdisant aux autres d'en faire autant. Je trouve ça, voilà. Donc j'ai raté mon avion, ouais, je peux me rouler par terre, il ne va pas se poser pour autant. En fait, j'ai pas la main, c'est ça. Appréhender. Est-ce que j'ai la main? Bon, j'ai raté mon avion, c'est très con. Je m'intéresse qu'est-ce qui je contrôle. Maintenant. Par contre, j'essaye de courir comme un malade. Par contre, t'as jamais vu personne courir comme moi pour attraper. Moi, un jour, ma femme m'attendait sur le quai de la gare, et quand le train est arrivé et que je n'en suis pas descendu, elle m'envoie SMS, t'es où? Je dis, je viens de passer nos gens le retrouvent. J'habite au Mans, donc c'est dans ce sens-là. Et je lisais un bouquin et j'ai vu train Le Mans, et au lieu de prendre un TGV, j'ai pris un TER. Mais j'étais tellement dans mon bouquin que j'ai pas fait gaffe. Bon, est-ce que c'est vraiment grave? Entre parenthèses, en général, non. Non, voilà. Vous allez aux urgences, j'ai attendu 4 heures. Ah oui, t'es dans un pays où c'est gratuit d'aller aux urgences, t'as attendu 4 heures et des gens qui sont bien plus malins que toi t'ont réparé. Tu devrais faire la fête. Tu devrais dire, mais c'est dingue, j'ai une chance. Complètement folle. Et on devrait avoir cette gourmandise. Continuons la rigolade. Cette gratitude.
Ouais, nous sommes dans un studio, Nicolas. Pour ceux qui ne voient pas, il y a des caméras partout. Enfin voilà. Chez vous, pendant que vous regardez le podcast, prenez 10-15 secondes pour faire un regard circulaire dans la pièce où vous êtes et demandez-vous quel est l'objet que vous savez fabriquer. Je ne parle pas de savoir comment on le fabrique. Je parle de qu'est-ce que vous savez fabriquer de ce que vous portez comme vêtement, de ce que vous possédez. Moi, j'ai la réponse. 0. Si on prend un justomètre, vert, je sais, orange, moyen, voilà ma réponse. 0. 0. T'as raison, je sais construire aucun objet ici, même pas mes chaussettes. Ah non, mais même 0. pas un pauvre cure-dent. Ah mais, rien. Rien. Donc, je vous propose de tous de devenir des JU, donc des justos, les habitants de la RDJ, c'est des justos, et de se dire, à partir du moment où tout ce que j'utilise, et tout ce qui fait ma vie, en fait aussi agréable, en plus, je n'ai en aucun cas la compétence et la connaissance pour le fabriquer, mais c'est la teuf. Moi, quand je viens en TGV, qu'on met 1 heure pour faire Le Mans-Paris, on roule à 300, on perd pas un rivet, pas un joint, pas une roue. Moi, vous me faites faire le train, on n'est pas arrivé. C'est moi qui le fabrique, on est foutu. Tout objet que vous avez regardé, je vais faire un raccourci, a à peu près 300 000 ans de cerveau humain. Comment mes mots sortent, je ne sais pas. Comment ils rentrent dans le casque. Et que ma voix va être la même dans l'enregistrement, si c'est à moi que vous demandez, il faut 300 000 ans. Maintenant, comme quand vous prendrez du lait, vous allez rire, on va continuer à se marrer. La prochaine fois que vous irez au WC, vous vous demanderez quelles compétences il faut pour fabriquer du papier toilette. Et vous verrez que c'est super bien que quelqu'un sache mieux que nous comment on fait. Moi, on m'a expliqué que c'était fait avec des arbres. Je me suis déjà mis devant un arbre longtemps. Ça fait pas envie. Je suis pas sûr qu'il faudrait pas 300 000 ans pour que je finisse par comprendre comment. Donc, 6 litres. 2 yeux. J'ai de la chance. Une voiture, c'est 40 000 pièces assemblées par des inconnus. En plus, je fais confiance à tout le monde. Mais c'est le plaisir émotionnel de la conduire. J'appuie sur un bouton, tout fonctionne. Et des fois, le réseau Wi-Fi, il est pas bon. Déjà, capter un truc invisible qui, par essence, se voit pas à une voiture qui se déplace, connecter un téléphone qui est sans fil. Fête, joie. J'écoute de la musique dans ma voiture. Comment mon téléphone se connecte à ma voiture? Moi, j'en sais rien, mais je trouve ça génial. Donc, si vous commencez à regarder des choses comme ça, en fait, votre taux d'énervement, il réduit aussi. Plus je le fais, plus je suis dans mes 6 litres. Plus je suis en zone verte, moins j'ai d'appétence à venir en zone rouge. Et puis quand j'y suis, j'ai qu'une envie, c'est de reglisser de ce côté-là. C'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est quand on passe beaucoup de temps à conscientiser ces choses-là, c'est que ça devient ton mode par défaut. À la fin je suis légitime, oui. Ce que je fais c'est bien. Quand je me trompe, quand je fais une erreur, j'ai pas besoin de me justifier, je m'excuse, mais j'ai pas besoin d'inventer des bobards. Tout ce que je fais est légitime et cohérent avec moi-même, donc j'assume. Moi je fais un distinguo. Il y a l'erreur et la faute. Je les inverse. Okay. Pour moi, la faute, c'est en fait quand je sais pas. Dire à un élève, ça c'est pas bon, mais j'ai pas compris. S'il n'avait pas compris, je risque pas d'avoir un bon résultat. Pour moi, ce qu'on appelle l'erreur, c'est quand je sais que 2 plus 2 ça fait 4 et que j'ai écrit 5. Puisque si je sais, là effectivement, j'ai fait une erreur. Maintenant, si je suis en train d'apprendre des compétences, les gens des fois ils me disent j'ai essayé de pas m'énerver, mais ça marche pas. Je dis mais c'est super. Avant, tu n'en avais pas conscience, maintenant tu te rends compte que tu n'arrives pas à être calme. Tu as progressé. C'est pas autant que tu voudrais, mais c'est déjà bien mieux. Et effectivement, l'acceptation des choses, l'avion, c'est pas moi qui pilote, voilà. Il y a toujours des choses comme ça. Il y a une dame à la fin d'une conférence, mais est-ce vraiment grave? Mais ça marche pas pour tout. Je sais pas. Donnez-moi un exemple. Nous, on est sur un plateau, on est une cinquantaine, et on a un photocopieur central. Et le photocopieur est tombé en panne. Ah oui, c'est super. Comment ça super? Il y a un SAV. Ah oui, mais pendant ce temps-là, on n'a pas pu faire photocopie. Ah oui, mais pourquoi vous n'avez pas un deuxième photocopieur central? Madame, j'ai une voiture, je suis en panne, je suis à pied. J'ai pas 2 voitures. J'accepte inconsciemment que quand je suis en panne, je suis piéton. Je monte dans le train, ils font grève. J'ai donné mon mandat de conduite au chauffeur. Il est en grève, je peux me rouler par terre. C'est comme pour toi l'avion. J'arriverai pas à destination. Rigolons un peu. Est-ce que vous souriez à chaque fois que vous faites une photocopie? Elle me dit, non, pourquoi? Vous devriez. Je commence à me marrer, elle a fini par rire. Ah ouais, parce que moi, je sais que la cartouche, c'est de la poudre.
Je prends une feuille, je la mets dedans, j'appuie sur le bouton vert magique, qui est le même mondialement. Hein. J'ouvre le tiroir très vite. Il n'y a pas quelqu'un qui est caché dedans et qui refait le dessin que j'ai fait. Donc il y a une technique qui fait que la poudre, quand la feuille sort de l'autre côté, le dessin que j'ai fait, c'est le même. Si vous souriez à chaque fois que vous faites une photocopie, bah, la vie est plus cool. En plus, la touche est verte, coup de bol. Et quand ça tombe en panne, bah, c'est comme quand on a la fièvre. Voilà, ça arrive. Puis c'est prévu, il y a un SAV. Est-ce que vous avez un mode dégradé dans le cadre et dans les règles? Qu'est-ce qui est prévu quand le photocopieur central il est en panne? Est-ce qu'on envoie par mail un autre service et que c'est eux qui font l'impression? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Bon, je vous ai dit que j'étais artisan. Vous m'embauchez. Vous arrivez chez vous, je suis assis, je joue à Candy Crush. Vous me dites, bah, vous bossez pas? Ah, je peux pas. J'ai acheté une perceuse avec une seule batterie, et là, elle est en charge. Qui irait au combat avec un chargeur? Colonel, je suis un peu inquiet. J'ai qu'un chargeur. Ah non, à partir du moment où j'ai du monoproduit, inconsciemment, j'accepte que quand ça marche mal, je suis coincé. Et donc, l'acceptation, on va la retrouver partout. Mais l'acceptation, elle est agréable si au quotidien, je mesure la chance que j'ai d'échanger avec toi en WhatsApp, comme tout à l'heure, en live, sans savoir, même quand je tape la lettre, comment elle s'affiche, et sans savoir comment, par des réseaux ou autre chose, elle vient jusqu'à toi. Et si on se réapproprie les choses comme ça en étant merveilleuses pour nous, je vous garantis que les 6 litres, c'est facile à atteindre. C'est super facile. Moi, quand je vais à la pharmacie, je demande le tarif de ce que j'ai comme cachet. Me dire que je prends une petite capsule le matin et que ça permet à mon cœur de ne pas faire d'hypertension, je trouve ça génial. Parce que, comme tu le dis, en fait, j'ai pas décidé d'avoir de l'hypertension, c'est familial. Vive l'héritage. J'ai la chance dans un pays où il y a un spécialiste qui est plus malin que moi qui a trouvé ce que j'avais, et je prends un petit cachet blanc le matin, je sais même pas ce qu'il y a dedans en plus, mais ça fonctionne. Jackpot. La vie est cool. Et alors, aujourd'hui, tu as l'air d'avoir du coup cette approche je dirais, de gratitude envers le monde, et envers là où tu en es aujourd'hui et où ce que l'environnement t'apporte. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qui te résiste encore? Quels seraient tes objectifs? Le 20h de TF1. Ouais. 2 minutes avec Mark Zuckerberg, mais qu'un traducteur, parce que je parle pas super bien anglais, et donner le brevet du justomètre à l'ONU, et qu'il soit diffusé mondialement. Pourquoi? À toutes les personnes qui nous regardent, vous avez déjà un justomètre. Ah si. Souvenez-vous, gamin, vous jouez au foot, il y en a un qui tire, il casse un pot de fleurs. C'est pas vous qui l'avez cassé, mais vous êtes proche d'un adulte, proche géographiquement, à portée de tir. Et il vous met une taloche, parce qu'il pense que c'est vous. Vous savez que c'est injuste. Tout humain a un justomètre que j'appelle, moi, Wi-Fi natif. Quand il m'arrive quelque chose d'injuste, je le sais à la nanoseconde. Alors après, est-ce que c'est vrai que c'est injuste? Parce qu'une situation peut être injuste pour l'un et pas pour l'autre, peu importe. Mais en tout cas, quand je le ressens, c'est de la fibre, c'est tout de suite. Et ça, votre justomètre Wi-Fi natif, jamais au grand jamais, il ne vous mentira. Ce que vous ressentez, c'est du vrai. Et en fait, c'est là que ça se joue. Quand Roger et Martine ne se comprennent pas, c'est pas qu'il y en a un qui est plus bête que l'autre. C'est que chacun dit sa vérité et qu'elles ne sont pas forcément compatibles à ce moment-là. Tous ceux qui vivent en couple voient bien ce que ça peut être d'être dans le rouge de temps en temps. Pourtant, on a choisi de vivre. Martine et Roger n'ont pas choisi de travailler ensemble. Couple, c'est différent. Si je me rends compte que tout ce qui est dit, c'est vrai. Est-ce que tu as menti depuis tout à l'heure pendant l'interview, Nicolas? Pas consciemment. Non. Je ne l'ai pas vu. Et moi, je sais que j'ai pas menti, je suis quand même pas con, si je l'ai fait, je n'irai pas le dire. Non, je rigole. Pourquoi? Parce que si je mens, mon timbre de voix va changer, mes mots vont ralentir, et je vais aller chercher mes mots. Et en fait, mes wagons, mes mots, seront plus accrochés de la même manière. Les flics, ils savent ça, quand vous arrêtez quelqu'un dans une affaire, celui qui a vécu la chose, sempiternellement, il va respecter la scène, il va la dire, l'odeur, il va tout décrire. Pourquoi? Parce qu'il l'a vraiment vécu. Celui qui a magouillé, qui a inventé le truc, à un moment, avec la fatigue, il va être moins précis, et les flics, ils savent que dans la durée, en fait, ils vont le coincer. Si vous partez du principe que tout ce qu'une personne vous dit, c'est vrai pour elle à ce moment-là, même si c'est débile,
parce que chacun est le débile de l'autre, on s'en fout. Roger dit un truc, c'est pas super, mais Roger, quand il le dit, c'est vrai pour lui. Et c'est important de commencer à prendre ça comme étant la réalité, en fait, puisque si toi, quand tu parles, c'est vrai, et moi, quand je parle, c'est vrai, bah, tous les autres que l'on croise, comme c'est des humains, quand ils nous disent un truc, c'est vrai pour eux à ce moment-là. Ça veut pas dire que c'est agréable à entendre, mais c'est vrai. Et à partir du moment où je prends ce que l'autre me dit comme j'ai pas compris étant vrai et n'étant pas, bah t'es qu'un con, bah on a beaucoup progressé tous les deux et on va petit à petit de mieux en mieux se comprendre. Et la zone rouge, ça va plus nous intéresser. Ou alors on va faire pour faire les cons. Je dis toujours aux gens, vous pouvez faire ça à vos collègues, s'ils connaissent le coup des cilindres, ils vont comprendre qu'ils sont trop tendus. Et en fait, si vous voulez vraiment leur mettre le poing dans la figure, ils font pas la différence, donc c'est pas grave. Mais l'idée, c'est ça, c'est je prends les choses comme étant vraies. Tu parlais des gamins tout à l'heure. Première règle de la communication relationnelle à l'école, tout ce qui ne m'est pas dit en face ne peut pas être vrai. Démonstration. Si la personne qui me répète ce que machin lui a dit ne m'aime pas, il va aciduler, il va mettre du vinaigre et puis il va dire ah ben tu sais, puis il a dit ça. En fait, il va en rajouter. Si la personne m'aime bien, elle va édulcorer le propos et elle va enjoliver. En fait, j'aurai jamais la vraie version. Donc quand je dis à des gamins de collège ou de lycée, je parle même pas de harcèlement, mais vous recevez un message qui vous a pas plu, c'est pas dit en face, magie, disparition. Moi j'ai mis ça en place dans une grosse association de parents d'élèves où ça fritait souvent. On avait mis une règle, cadre et règle. Tout mail qui commence pas par bonjour, qui finit pas par au revoir ou une formule de politesse, il est poubelle d'office. Donc au bout de 4 fois, le mec il a appelé en disant bah j'ai pas de réponse. Ton mail était pas poli. Ouais bah c'est bon, crac, je te raccroche. Bah apprentissage, hein. On apprend vite au bout d'un moment. Donc ça s'est régulé comme ça. Et régulièrement, pendant les réunions, c'était ouais mais il y a tel chef d'établissement qui a dit ouais bah je m'en fous. Bah comment ça? Il m'appelle, il a mon numéro. Le mec est pas capable de m'appeler. On est à l'école. Oh il y a machin qui l'a dit que. Sauf que là on a quand même 50 ans. Donc tout ce qui vous est pas dit en face n'est pas vrai. Tout ce que l'autre dit c'est vrai quand il le dit quand vous êtes là. Et tout ce qui est dit, qui est rapporté, qui est diffus, qui est machin, qui est le cancan, comme on dirait en France, ça n'existe pas. C'est marrant parce que tu inverses la charge, c'est intéressant. La charge et la preuve. Oui, pas la charge de la preuve dans un sens juridique, mais tu sais, par exemple dans les accords Toltec, qui est pour ceux qui ne l'ont pas, qui est un classique de développement personnel et de communication, un des 4 accords, c'est ne suppose rien et vérifier toujours. Voilà, tout ce qui est flou et pas clair, au lieu de supposer qu'il y a une intention derrière, la personne me veut du mal, c'est pour ça qu'elle m'a dit ça. En fait, c'est t'as l'air énervé aujourd'hui, est-ce que j'ai fait quelque chose pour ça? Et donc, c'est un outil. Plutôt que t'as l'air énervé, il faut dire t'es pas à 12 litres. Ça passe mieux. Oui, ou t'es pas à 12 litres, ou là t'es dans le rouge, je me trompe. Et voilà, et donc ça permet en fait de se rendre compte que souvent on suppose le pire, et en fait la personne te dit ah oui, pardon, mais parce que ça n'a rien à voir avec toi, et en fait tout le monde redescend. Et donc à ce moment-là, c'était à l'autre personne, enfin la charge est à soi. Toi, tu l'as créé d'une manière organisationnelle. Il dit puisque les gens peuvent pas tous être comme ça, vous allez faire l'inverse. Vous allez ne pas récompenser les mauvais comportements et les laisser avoir leur mail sans réponse. Jusqu'à ce qu'ils s'adaptent au bon système. Il est thérapie de choc. Il est exclu de faire des réunions entre adultes qui sont parents d'élèves, qui sont bénévoles, qui viennent sur leur temps libre, après la journée de taf. On fait 1 heure et demie de route dans une réunion où il n'y a pas le calme. C'est pas possible. Tu peux pas dire à tes gamins, tenez-vous à carreau à l'école, et te comporter n'importe comment quand tu es en conseil d'administration. Donc il a fallu cadre et règles, et des gens après, au bout d'un moment, sont partis. C'est-à-dire que comme on jouait plus à machin, il a dit que, bah ouais, mais moi, tu l'as appelé? Non? Tu l'appelles et tu nous fais un compte rendu. Ah bah non, mais tu gagnes le silence. Et vous pratiquez ça, je vous garantis que vous récupérez encore du temps par jour. Je fais une blague. Un jour, quand j'étais chauffagiste, j'ai un ami chauffagiste, qu'on a tous des amis chauffagistes, qui me dit « Ah, t'es au courant, il y a Lionel, il divorce. » Je sais pas. « Ah si, il y a machin qui m'a dit. » J'ai dit « Putain, les mecs, vous avez quel âge? On appelle Lionel. » Non mais si, on l'appelle, on se met en main libre. Lionel, ouais, je suis avec José. Dis donc, il paraît que tu divorces. Non, malheureusement, elle reste. Et puis il était mort de rire. J'ai dit, écoute, je te rappellerai, mais au moins on est sûr. J'ai raccroché, j'ai dit à José, voilà, au moins tu sais. Mais c'est stérile sinon. Oui, c'est stérile. La parole juste, quoi. La parole juste. Et puis c'est toujours pareil. Le temps qui passe, les secondes,
Alors, on est au bistrot, on déconne, on parle de la politique à deux balles, on n'y comprend rien, mais on s'en fout, on est content d'entre nous. T'es au taf, bah, ton temps de travail au taf, il n'est pas pour te demander si Martine ou Ghislaine, elles ont une jolie coupe de cheveux et puis qu'elles sont bien habillées. On s'en tamponne en fait. C'est pas l'objectif. T'es pas là pour ça, t'es là pour taffer. T'étais là pour être à ton poste. Et c'est important de séparer les deux, parce que ça t'impacte moins quand tu vois quelqu'un qui tout d'un coup te regarde et fait une tête comme ça. Peut-être qu'en fait il a mal au dos. C'est pas forcément pour toi. Tout le monde a un catalogue de choses en tête. Et puis j'aime bien la petite ouverture que tu me permets. Comme tu es bon en maths, je suis sûr que tu es bon en français. Est-ce que tu pourrais me donner un des anagrammes du mot prisme, c'est-à-dire la façon de voir les choses, s'il te plaît? Prisme. Alors moi je fais le décompte, hein. Tic-tac, tic-tac, tic-tac pendant ce temps-là. C'est une... Je vais t'aider. S'il y avait les Jeux Olympiques de cette discipline, même les Américains et les Chinois n'oseraient pas jouer contre nous, on est imbattables. Mais franchement, on est à un niveau stratosphérique. D'ailleurs, si on pouvait devenir mauvais dans ce sport-là, on gagnerait beaucoup en tranquillité et je vous garantis qu'on serait presque plus jamais là et qu'on habiterait toujours à peu près cette zone. Le mépris. Bien joué. L'anagramme de prisme, c'est mépris. Je rentre dans un bistrot, je sais tout de suite qui me plaît, qui me plaît pas, et comme avait rajouté un de mes collègues, et qui sont mes partenaires sexuels éventuels. Et effectivement, c'est vrai. Je rentre quelque part, dans mon catalogue personnel, il y a des têtes que j'apprécie, d'autres moins, et après, j'ai des filtres, voilà. Et effectivement, la réaction primale, première, comme tu disais tout à l'heure, c'est souvent quand même du mépris. Ah bah l'autre con. L'autre con, il avance pas, mais l'autre con en voiture, il s'en fout. Lui, il a pas à être pressé parce que nous, on est en retard. Parce que puis vous croyez qu'en hurlant à travers le pare-brise, ah putain, mais avance connard, le gars, il vous entend dans sa voiture. Bah non. Puis au pire, s'il est un peu sympa, il se décale, vous allez passer en faisant ah, voilà, comme si vous étiez un chien dans un aquarium, et vous allez buter sur la voiture qui est devant, vous avez gagné 4 mètres, et vous êtes à 12 litres. 0, vous avez gagné que dalle. C'est nul, ça n'a aucun intérêt. Donc oui, je suis au milieu des autres. Alors, je peux penser qu'ils sont ce qu'ils sont. Moi, j'aime bien dire en conférence, mais ne serions-nous pas toujours l'autre de quelqu'un? C'est une belle parole. En plus, ça les fait rire. Je trouve ça agréable que ça les fasse marrer. Oui, je peux trouver que l'autre, il est ci ou qu'il est ça. Mais est-ce que c'est l'endroit, en fait? Si tu devais transmettre une dernière idée pour nos auditeurs ou spectateurs, pour ceux qui nous regardent, avec quoi tu voudrais que les gens repartent s'il y avait une chose à retenir? J'ai le droit à un joker. Je vais un peu tricher, mais ça va aller vite. Ma fameuse grand-mère, qui est une sainte pour moi. Alors je vais être ému, parce que je ne peux pas parler de ma grand-mère sans être ému, c'est la vie. Son plat signature, comme c'est la mode aujourd'hui, c'était le pot-au-feu. Alors il faut imaginer un pot-au-feu sur une grosse cuisinière à bois, mais qui a mitonné 4 jours. Donc c'est 4 jours. Une merveille. Et quand ma grand-mère disait « je vous ai fait du pot-au-feu », ouais, on était, même à 100 bornes au téléphone, on avait déjà l'odeur. Voilà, on entendait le plancher grincer, les chaises qui glissent, enfin, voilà. Et malheureusement, j'y étais pas, j'aurais adoré être sur place ou mettre une petite souris. Un jour, ma cousine mange le pot-au-feu chez ma grand-mère et dit à ma grand-mère il a un drôle de goût. Bon, ma grand-mère, toi, comme tu disais, lecture de pensée, quand il est pas bon, ma grand-mère goûte. Non, bah, il est comme d'habitude. Ma cousine recommence. Non, il y a un goût différent. Ma grand-mère fait non, je t'assure. Bah, t'as dû changer un ingrédient. Et là, ma grand-mère, elle éclate de rire. Alors, pas un rire moqueur, mais elle est pliée, quoi. Et elle dit à ma cousine, je risque pas de me tromper d'ingrédient puisque je dose jamais. Si tu doses jamais, comment tu fais la même recette? Et ma grand-mère, qui a fait 1m58, qui n'a pas fait d'études, qui s'est barrée avec l'armée allemande en 40, a ce trait d'esprit génial. Elle dit, c'est parce que je cuisine à la couleur de mon esprit. Je suis toujours ému quand je le dis, parce que je trouve ça propre. Voilà. Donc si je peux vous donner, non pas un conseil, mais plutôt une attitude à adopter, c'est de faire les choses à la couleur de votre esprit, parce que la couleur vous trompera jamais. La couleur que vous ressentez, c'est vrai. Et puis je vais finir par est-ce vraiment grave quand les choses arrivent? Vous verrez qu'à 90% en général, non. Et vous aurez un tel niveau de pression artérielle agréable que traiter les 10% qui restent, c'est fastoche. Emmanuel Charles, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir et passionnant. Avec plaisir. À refaire.